Bonjour, bonsoir, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'émission Si tu es curieux, épisode 9. Et si toutefois vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas le principe, laissez-moi vous expliquer ce qui vous attend dans cette vidéo. En fait, il sera question de vous donner envie de voir ou de revoir un anime. Pour ce faire, j'ai deux ninjutsu dans mon sac. L'un consiste à contextualiser la série avec des spoils mineurs, ce qui vous permettra de profiter de la série sans que cette vidéo empiète sur votre expérience et votre découverte. Et en deuxième ninjutsu, j'ai mes arguments que je vais vous avancer pour vous étayer la chose suivante. Made in Abyss, c'est juste waouh, c'est juste waouh. Laissez-moi vous répéter ça dans une autre langue, c'est juste oh my god, wow. Et donc, autant sur le fond que sur la forme, pour moi, cet anime est un chef-d'œuvre. Je n'ai jamais autant ressenti de choses à l'écran. Tout était bien mené, c'était d'une justesse incroyable. Et vous voyez que cet anime m'a marqué parce que je vous donne des arguments avant même de vous avancer les arguments. Donc, faisons les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, intéressons-nous au contexte puisque vous savez déjà dans quoi on va mettre les pieds, dans un abysse dans lequel il se passe des choses merveilleuses. Alors, comme promis, on va s'intéresser au contexte et nous raconte quoi celui-ci. On évolue sur une planète dans laquelle il y a un abysse qui intrigue tout le monde, à tel point qu'un grand nombre d'aventuriers vont s'agglutiner autour de cet abysse, y plonger, jusqu'à essayer de découvrir ce qui se passe au fond. Et donc, ce cercle va se former autour de l'abysse et on va les appeler des caverniers et non plus des aventuriers. Ils vont même établir un système hiérarchique pour savoir qui peut descendre à telle profondeur dans l'abysse. Et donc, c'est comme ça qu'on découvre leur système de couleurs qui est affublé à un sifflet. Donc, laissez-moi vous expliquer concrètement comment ça se passe. Disons que vous êtes un cavernier débutant. Vous pouvez descendre de la surface jusqu'à 100 mètres de profondeur. Vous aurez un sifflet de couleur rouge. Vous voulez descendre jusqu'à 600 mètres, alors il vous faudra obtenir le sifflet bleu. Vous voulez descendre au-delà des 600 mètres, il vous faudra un sifflet de couleur violet. Et de ce qu'on voit dans l'anime, ça vous permet aussi d'être formateur. Et si vous êtes très aventurier, vous pouvez aller jusqu'au sifflet noir. Et pour en fait passer d'un grade à un autre, il faut ramener ce qu'ils appellent des reliques rares, des reliques qui révolutionnent finalement la recherche qui tourne autour de l'abysse. Mais finalement, la vraie question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe au fond de l'abysse? Et les personnes les plus proches, ou en tout cas ayant les capacités de le faire, sont appelés les porteurs de sifflets blancs. Donc là, c'est le contexte de base. Mais tout n'est pas beau, tout n'est pas joli. Il y a forcément un contre-coup et c'est le suivant. Plus vous descendez bas dans l'abysse, plus votre remontée sera, on va dire, très compliquée. Mettons que vous êtes un cavernier toujours débutant. Vous pouvez descendre de 0 à 100 mètres. Ce que vous risquez comme symptômes, ce sont des vomissements et des étourdissements. Donc, on va dire relativement rien de grave. Par contre, si vous descendez à une certaine profondeur et que vous essayez de remonter, là, les symptômes vont devenir encore plus forts. Et donc là, vous aurez des hémorragies, des douleurs, des hallucinations et bien d'autres choses dont on n'a pas encore parlé dans l'anime. Et pour autant, cette chose ne va pas arrêter notre héros principal, notre héroïne nationale principale, Riko, qui veut devenir la meilleure cavernière de tous les temps et donc découvrir le fond de l'abysse. Et c'est à travers elle qu'on va découvrir le monde merveilleux de l'abysse, l'univers de cette œuvre, et elle sera accompagnée de son ami plus ou moins cyborg qu'on va appeler Legu. Et ce sont deux personnages qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que rien qu'avec ces deux personnages-là, je peux vous parler de l'anime maintenant que j'y pense. C'est qu'ils ont tous les deux obsessions différentes, mais qui impliquent l'abysse. Dans le cas de Riko, vous l'aurez compris, elle veut descendre le plus bas possible pour devenir la meilleure possible pour des raisons que je vous laisse découvrir dans l'anime. Dans le cas de Legu, il veut découvrir le fond de l'abysse pour connaître la personne qu'il est, puisque on l'a trouvé à la surface, mais il a perdu la mémoire et il pressent que la réponse sur son identité se trouve au fond de l'abysse. Et quand on regarde leur objectif à chacun, ce sont des questions qui entraînent d'autres questions et qui donc amènent l'individu
à plonger toujours plus au fond de soi, toujours plus dans ses retranchements pour atteindre son objectif. Et c'est mis en image puisqu'en fait, ils descendent dans l'abysse et ils continuent à vouloir trouver des réponses. Et ces réponses entraînent des questions, donc ils descendent encore plus profondément. Et j'ai trouvé cette analogie, enfin, je ne sais pas si cette analogie était voulue par l'auteur, mais en tout cas, je l'ai comprise comme ça. Leur obsession correspondrait à l'abysse. Et l'abysse, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois les questions et les réponses. J'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire. Sans compter que l'imagerie vient appuyer ce propos-là. Parce qu'en fait, généralement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans un anime et qu'on veut vous représenter quelque chose d'obscur, d'étroit comme une grotte? Mais ça devient de plus en plus lugubre et surtout, vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe au fond de cette grotte. En fait, dans l'abysse, c'est tout le contraire. En fait, plus on plonge, plus les choses s'éclaircissent et plus on trouve des réponses, plus ça devient dur, plus on trouve d'autres questions et donc on continue à descendre et waouh, c'est tellement merveilleux. Mais un truc qui m'a bouleversé de ouf dans cet anime, c'est l'imagerie. Je vous ai déjà parlé d'animes qui étaient très beaux, que ce soit du point de vue du panorama, ou du point de vue du chara design ou de l'animation des combats. Mais Made in Abyss a, selon moi, pas réinventé la roue, mais a frappé très 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 fort. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un anime relativement classique? Si vous avez quelque chose qui se passe au premier plan, ben finalement l'animation, les traits vont concentrer leur qualité sur, je sais pas moi, les personnages, l'action qui est en train de se passer à l'écran, pour délaisser les éléments qui se passent en arrière-plan, comme le paysage, les mouvements de flou, peu importe, ou alors c'est très très peu détaillé. Dans Made in Abyss, c'est une fenêtre, c'est une œuvre, c'est une peinture riche en détails. Tu peux autant regarder ce qui se passe à l'écran au moment de l'action et regarder ce qui se passe dans le paysage. Tout est beau, tout est détaillé et c'est extraordinaire. Et c'est là aussi où ça rend le truc encore plus fascinant visuellement parlant. C'est que vous avez vu précédemment, je vous parlais d'une grotte. Ce qui se passe, comme je vous le disais, plus vous y entrez, plus c'est sombre et donc moins il y a de détails. L'abysse, c'est tout le contraire. Tout est toujours lumineux, tout est toujours bien détaillé. Et pourtant, on pourrait s'attendre au contraire. Et j'ai trouvé ça waouh. Et le rythme de l'anime. Je me suis dit ça et j'en ai parlé à une amie, mais je trouve que le rythme de l'anime est plus proche d'un film que d'une série. Il n'y a pas vraiment de fin d'épisode en mode cliffhanger ou compagnie. On a vraiment un récit qui se déroule, qui prend son temps, qui nous explique des choses, qui a la dose d'action qu'il faut, mais il n'y en a pas trop. Quand ça doit être verbeux, mais verbeux pour qu'on puisse comprendre les avancées, les intentions des personnages, les indices qu'ils trouvent. Franchement, je suis sidéré qu'en 13 épisodes, qu'on ait pu me raconter autant de choses et pourtant, j'en ai appris si peu et les personnages, on en a appris si peu. Et j'ai vraiment envie que Made in Abyss ait une saison 2 parce que cet univers est juste incroyable et surtout, il est très nombriliste, mais ce n'est pas gênant. Vous voyez, quand je vous ai dit au début que les goûts et Rico ont des obsessions qui ressemblent à finalement vouloir aller au fond de l'abysse. Mais même l'univers de l'anime est comme ça, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qui se passe autour. Il n'y a que l'abysse qui compte et je trouve ça tellement magique. Dans n'importe quel autre anime, on se serait demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur? Comment le monde extérieur voit l'abysse? Comment c'est peut-être, pourquoi pas, modifier le comportement de la société par rapport à l'existence de l'abysse? Est-ce que ça a modifié le modèle social, le modèle économique? Toutes ces questions ne sont pas abordées, mais en même temps, elles sont anecdotiques et je trouve ça waouh. Et là, je pense que je vous ai quasiment tout dit sur l'anime. J'espère que je vous ai donné envie de le voir et que j'ai avancé mes propos de façon ordonnée. Je dois avouer que, un petit peu comme l'abysse, j'étais un petit peu dans tous les sens, mais ça, c'est l'émotion et j'espère que je les ai transmises. Mais en attendant que vous puissiez me répondre en commentaire, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.